Ok, du coup, je peux démarrer. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Dino Yenko. Peut-être que je peux aussi allumer un moment la caméra. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je suis chargé de recherche INRAE à l'EMRTTIS, informaticien, qui travaille sur des aspects d'analyse de données spatio-temporelles avec des approches de data science et machine learning, disons comme ça, et de plus en plus sur des données issues de télédétection. Ça fait 3-4 ans principalement que je travaille sur cette typologie de données-là de façon un peu plus constante. Voilà. Et aujourd'hui, dans le cadre du séminaire organisé par Maxime, je vais vous présenter, je vais vous proposer un séminaire sur un des thématiques, une approche qu'on a développée au sein de l'EMRTTIS récemment. Ce que je vous conseillerais, c'est, si ça vous va, de m'interrompre pendant la présentation, si vous avez des questions, ça ne me gêne pas, ou comme ça vous semble mieux, pour interagir, pour une meilleure compréhension de la présentation. Je vais enlever la vidéo, comme ça je vais couper moins des bandes passantes. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une approche de cartographie d'occupation du sol qui s'appuie sur les techniques de machine learning à partir d'imagerie satellitaire série temporelle et dans un contexte d'apprentissage qu'on appelle faiblement supervisé, weakly supervised learning. Ce travail-là, il a fait aussi objet d'une publication l'année dernière. Voilà, du coup, vous avez le DOI pour accéder à la publication si ça vous intéresse, aller un peu plus en détail par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec différentes personnes ici, Mertitis. Gianni Gibolgio, qui c'est un doctorant que je dirige en thèse, et Raffaele Gaetano Roberto Interdonato. Voilà. Alors, ça, c'est un peu l'outline, mais j'ai oublié le terme en français, désolé, l'outline un peu de la présentation. Je vais essayer de donner un peu de contexte pour encadrer un peu tout cela. Les motivations, pourquoi on a développé cette approche-là, les cas d'études qu'on a utilisés pour tester l'approche qu'on a proposée, la méthode qu'on a proposée, qu'on appelait TASSEL, l'évaluation de cette méthode-là, et je vais enfin conclure avec voilà, un résumé de ce qu'on a obtenu et des perspectives. Voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de données d'observation de la Terre qui sont produites et collectées à travers des différents capteurs. Par exemple, on peut parler du capteur Sentinel, Landsat, Spot67 et tout ça. Et du coup, on a une panoplie de satellites qui gravitent autour de la Terre et qui nous permet de collecter des informations satellitaires de télédétection, de l'imagerie ou du signal de télédétection, avec différentes caractéristiques, à la fois différentes résolutions spatiales, avec des résolutions spatiales qui peuvent varier entre 50 cm et 30 mètres, voire aussi 100 mètres, avec différents contenus radiométriques. On peut parler des capteurs optiques, radars et autres encore, et aussi avec des résolutions temporelles différentes. On peut avoir des acquisitions d'un capteur tous les ans sur une même zone, ou on peut voir aujourd'hui aussi des acquisitions tous les 2-3 jours sur une même zone. Tout cela, ça constitue un énorme volume de données à devoir gérer, manipuler et analyser, ainsi que des données fortement complexes et hétérogènes à devoir mettre un peu à l'utilisation conjointe pour arriver à tirer parti des différentes sources de données et différentes caractéristiques de chacun de ces capteurs-là. De plus en plus, on s'intéresse dans l'unité, et aussi mes travaux sont de plus en plus orientés sur l'analyse des séries temporelles d'images satellitaires. Qu'est-ce qu'on appelle les séries temporelles d'images satellitaires? C'est la possibilité d'avoir des acquisitions multiples d'un même satellite sur une même zone avec une revisite temporelle forte. Et aujourd'hui, on a aussi la possibilité d'avoir des séries temporelles qu'on appelle à haute résolution spatiale. Par exemple, le capteur Sentinel-2, ça nous permet d'acquérir des informations à 10 mètres de résolution spatiale. Ceux-là sont intéressants, ce qu'on appelle des sites Satellite Image Time Series, parce que, par exemple, dans un contexte agricole, l'agriculture, du suivi de l'agriculture, de l'environnement, les séries temporelles nous permettent d'aller à distinguer entre différentes cultures. Et nous permet aussi d'écrire
disons comme ça, les cycles phénologiques de la végétation, allaient nous permettre de faire des analyses de détection des changements, par exemple, et plus généralement d'aller à suivre et décrire ce qu'on appelle des phénomènes spatio-temporels. Ici, c'est des exemples de séries temporelles sur des zones qui sont juste ici à côté de Montpellier pour vous montrer un peu qu'effectivement, ça nous permet de décrire une certaine dynamique spatio-temporelle de certains phénomènes. Quand on fait des analyses par détection, on peut approcher les analyses au niveau pixel ou au niveau objet. Alors, quand on parle du niveau pixel, ça veut dire qu'on va traiter l'unité d'analyse de l'image. Du coup, on a une image, c'est une grille d'informations, et du coup, chaque cellule, ça représente un pixel. Or, quand on parle d'objet, on parle plutôt d'un groupe de pixels qui ont un certain contenu sémantique informatif et qui nous permet qui peut être associé à un concept, disons comme ça, un peu plus haut niveau. En particulier, quand on parle d'analyse orientée objet, on parle de OBA, Object Based Image Analysis, et sont des approches qui permettent d'écrire des unités, disons comme ça, complexes d'occupation du sol ou d'usage du sol. C'est des unités d'analyse qui sont plus faciles à la fois à être annotées et à la fois à être interprétées aussi parce qu'ils ils peuvent être assimilés à des concepts, disons comme ça, par exemple, forêt, occupation urbaine, habitat urbain, ou des choses comme ça. Du coup, effectivement, ils sont plus facilement interprétables par rapport à interpréter un pixel en lui-même sans trop le contexte. Mais pour obtenir ce qu'on appelle des objets, des segments, on nécessite d'une étape de pré-traitement qu'on appelle étape de segmentation, qui nous permet ensuite d'obtenir ce qu'on appelle un object layer. Vous pouvez voir ici, par exemple, la segmentation issue d'une image satellitaire. Ça nous permet d'obtenir un ensemble d'objets, et chaque objet il peut être interprété de façon un peu plus simple qu'un ensemble pixel en général. Tout au long de la présentation, j'ai mis aussi des références pour les personnes qui sont intéressées par les différents concepts, des références plutôt récentes qui permettent pour les personnes qui ont envie d'investiguer un peu plus d'aller à se documenter un peu sur ces parties-là. Quand on parle d'occupation du sol ou tâches d'occupation du sol, on parle d'une tâche dans laquelle on a un ensemble de données d'observation de la Terre, plus des données de référence. Et l'objectif, c'est d'aller faire un mapping de chaque pixel sur une classe d'occupation du sol. Normalement, ce qu'on fait, c'est que pour réaliser une cartographie de l'occupation du sol, on utilise des méthodes dites d'apprentissage automatique, plus communément machine learning, et en utilisant ces méthodes et en les calibrant, en l'entraînant avec les données de référence pour aller à classifier le reste des pixels des objets qu'on a sur une certaine zone. Vous pouvez voir ici, par exemple, un cas très connu au sein de l'UMR, les données de l'île de la Réunion. On a des polygones que vous voyez répartis sur différentes classes. Ici, vous avez la nomenclature de différentes classes. Et le but, c'est d'aller apprendre un modèle prédictif à partir de cette association entre données satellitaires et données de référence, ou annotation, disons comme ça, pour ensuite aller à produire une cartographie exhaustive de la zone d'étude. Ça, c'est ce qu'on appelle communément un processus de cartographie de l'occupation du sol. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à là, mais je pense que j'ai dit un peu des choses qui sont bien connues par énormément de gens. Les approches qu'on est en train de développer au sein de l'MRTT, ils s'appuient fortement sur des méthodes d'apprentissage automatique machine learning, et plus en particulier sur des méthodes qu'on appelle deep learning ou apprentissage profond. Alors, aujourd'hui, on voit de plus en plus de méthodes de machine learning qui sont communément utilisées pour attaquer l'analyse des données signal. Et parmi les méthodes de machine learning, aujourd'hui, on a des méthodes qui s'appellent apprentissage profond ou deep learning, qui sont à base de réseaux de neurones, qui sont en train d'être un peu l'état de l'art, ou quand même des méthodes qui sont fortement mobilisées pour l'analyse de ces typologies de données. À partir de 2012, ces méthodologies-là, ils sont imposées dans la communauté de la computer vision, en vision par ordinateur. Et à partir de 2016,
entre 2015, 2016 et 2017, ces méthodes-là, ils ont percolé dans le domaine du remote sensing et ils sont de plus en plus présents pour tout ce que ces tâches de classification supervisée, non supervisée ou semi-supervisée. Et quelque chose d'intéressant à voir, c'est un peu cette partie en bas. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais si on veut être un peu plus cohérent et exact dans les termes, on sait qu'il y a le champ de l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a le champ du machine learning qui c'est un sous-champ de l'intelligence artificielle. Dans le machine learning, il y a un champ d'études qui s'appelle representational learning et en dessous encore, on a un champ qui s'appelle deep learning. Du coup, on voit que le deep learning, apprentissage profond, c'est un tout petit parti de ce qui est communément ou académiquement, disons comme ça, étiqueté comme intelligence artificielle. Et du coup, effectivement, on voit que la partie de ces approches-là, par rapport à la littérature entière sur l'intelligence artificielle, est très faible, mais aujourd'hui, effectivement, c'est un peu les approches qui sont un peu plus à la mode. Il y a aussi un effet des modes, il faut le dire, sur ces parties-là. Et aujourd'hui, les approches d'apprentissage profond, ils sont, comme je disais, c'est un sous-champ de l'apprentissage automatique qui est fortement et diffusément utilisé dans tout ce que c'est analyse des données images, du coup, dans le milieu de la computer vision, des données signales en général, et du coup, dans tout ce que c'est analyse du parler, analyse des langages naturels, analyse d'imagerie satellitaire, robotique et aussi dans les jeux. Il y a aussi pas mal d'approches de ce type-là qui sont utilisées dans tout ce que c'est jeux pour le côté intelligent. Revenons un peu sur la base. Qu'est-ce que c'est une méthode de machine learning? Une méthode de machine learning, c'est on peut décrire comment une fonction qui prend en entrée des données et qui va sortir un certain résultat. On parle de classification quand on veut faire une classification supervisée, au mieux quand la sortie, du coup la variable y, c'est une variable discrète qui prend des valeurs dans un champ fini, du coup on parle de classification. Quand cette variable, par contre, il prend des valeurs dans un continuum infini, on parle plutôt d'une tâche de régression. Quand la variable y à prédire, c'est une variable numérique continue. Des exemples de tâches de machine learning, c'est la reconnaissance d'objets. Du coup, on a une image et on veut faire de la classification des scènes. Ce qu'on appelle de la semantic segmentation, du coup, on a une image et on veut étiqueter chaque pixel de l'image. Ou par exemple, dans le cas de l'analyse des textes, on a un texte et on veut étiqueter le sentiment associé à ce morceau d'information, piece of information. Alors, une chose à souligner et à bien comprendre, c'est un peu l'évolution qu'il y a eu un peu dans le domaine du machine learning vers le deep learning. Quand on parlait de machine learning, du coup, comme je vous disais, dans le domaine de l'analyse de données autour de 2012-2013, le machine learning, c'est un ensemble de techniques d'apprentissage, mathématiques ou informatiques, qui permet d'apprendre un modèle prédictif. Et normalement, les modèles de machine learning plus communs, ils s'appuyaient sur un pipeline de cette typologie-là. On a de la donnée, on va extraire des descripteurs à partir de ces données-là, et ensuite, on va apprendre un classifieur. Vous voyez que dans cette pipeline-là, il y a deux étapes principales. Il y a la partie feature engineering, ce qu'on appelle feature engineering, du coup, extraction des descripteurs. Par exemple, dans le cas du remote sensing, ça pourrait être, on va extraire des features de texture, des attributs de texture à travers Aralic, ou on va utiliser des OG ou des SIFT, du coup, des descripteurs avec un certain modélisation mathématique. Ensuite, une fois qu'on a extrait des descripteurs, on va entraîner un classifieur. Ça peut être un SVM, un random forest, un nice bias, un KNN, un classifieur supervisé, n'importe lequel. Le déclic, disons comme ça, le shift technologique ou de framework, disons comme ça, scientifique qu'il y a eu entre le machine learning et le deep learning, c'est que dans ce qu'on appelle l'apprentissage profond, on n'a pas vraiment cette étape de feature engineering qui avant était prépondérant et très important parce que était associé à chaque tâche et à chaque typologie de données qu'on voulait analyser. Dans ce qui c'est deep learning, ou plus en général representational learning, on a
des données de type signal principalement, et on a un modèle qui à la fois extrait des descripteurs et à la fois entraîne un classifieur sur ces descripteurs-là de façon couplée. Du coup, vous voyez que dans ce cas-là, il n'y a plus la partie qui était quand même prépondérante auparavant et coûteuse en termes de temps et d'expertise, que c'était la partie feature engineering. Mais il faut être un peu attentif parce qu'il y a, en anglais, on dirait no free lunch. En gros, il n'y a rien qui est gratuit, disons comme ça. C'est que si avant, on mettait beaucoup d'efforts sur cette partie construction des descripteurs pour avoir des descripteurs qui étaient bien adaptés à la tâche qu'on voulait résoudre, aujourd'hui, cet effort-là, il est transféré simplement, c'est pas qu'on va l'oublier, mais simplement transféré dans une autre étape du processus, dans la définition du modèle de deep learning qu'on est en train de construire pour faire si que ce modèle-là soit adapté et approprié aux données qu'on est en train d'analyser, ainsi qu'à la tâche qu'on veut résoudre. Du coup, effectivement, ce schéma-là, ça peut induire à des fausses conclusions dans lesquelles on dit le deep learning, c'est sympa, cette approche-là, c'est sympa, on met toute la donnée à l'intérieur et on fait tourner les choses, mais effectivement, il y a un shift un peu de problématiques sur, avant, on passait pas mal de temps à définir des descripteurs qui soient pertinents pour nos données. Aujourd'hui, on passe énormément de temps et pas mal d'expertise sur définir un modèle en architecture du réseau de neurones. Aujourd'hui, on parle de cette architecture qui soit pertinente et intéressante pour les données, pour la tâche qu'on est en train d'analyser. Parmi les modèles de deep learning aujourd'hui qui sont connus et très utilisés, il y a le modèle qu'on appelle Convolutional Neural Network, réseau de neurones convolutif, qui sont des modèles de réseau de neurones qui ils ont comme opération fondamentale une opération dite de convolution, c'est une opération mathématique qui permet de prendre en compte l'autocorrélation des données, qui peut être à la fois spatiale ou temporelle. Par exemple, ici sur la droite, on a un réseau de neurones convolutifs qui gère des signaux unidimensionnels. Et du coup, on aura des convolutions unidimensionnelles. Ici, en bas, par contre, on a un réseau de neurones qui fait des convolutions qu'on appelle 2D. Et du coup, il prend en compte de l'autocorrélation spatiale, disons comme ça. Effectivement, les réseaux de neurones convolutifs, ils sont bien conçus pour gérer des données qui sont construites sur des grilles régulières. Si la grille est 2D, on parle d'image. Si la grille est une grille 1D, on parle de multivariate time series. Et une autre caractéristique de ces modèles-là, c'est qu'ils sont capables de reconnaître des patrons dans les données type signal, et c'est à travers ces patrons-là qu'ils font leur raisonnement, ils arrivent à résoudre, disons, leurs tâches de classification, régression ou compression, ou différentes tâches qu'on peut avoir dans ces problématiques-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Sinon, je peux continuer. Oui, Philippe. Oui, Dino, juste sur ta dernière diapo, est-ce que tu peux expliquer le schéma du bas, convolution, pooling, convolution, etc. Oui, alors, dans les réseaux de neurones convolutifs, convolutional network, on a différentes étapes. On peut avoir des étapes dans les modèles plus simples, disons comme ça, on peut avoir des étapes de convolution, et du coup, qui effectivement, il prend en compte l'autocorrélation spatiale d'une zone pour aller extraire des features. C'est un peu comme on faisait passer une fenêtre glissante sur l'image et on extrait des features. Ça, c'est ce qu'on appelle convolution, qui vont à extraire ce qu'on appelle des feature maps. Voilà. L'opération de pooling, c'est une opération de filtre passe haut, disons comme ça. Et du coup, on va pooler, on va filtrer, on va réduire l'information. Et on le voit physiquement parce qu'ici, on a des matrices qui sont plus grandes et ici, on a des matrices qui sont plus petites. Et du coup, à partir d'une zone, on va seulement retenir une sous-partie de l'information. Et du coup, si on veut être un peu abstrait comme ça, les réseaux de neurones convolutifs, c'est des enchaînements de layers, couches, en français convolutifs et pooling, jusqu'à un certain niveau. Ensuite, les informations ils sont étalées et analysées à travers des réseaux de neurones qu'on appelle densément connectés. Si vous voulez plus de références sur ça, comme je disais avant, j'ai mis pas mal de références ici sur des articles plutôt, comment dire, je ne peux pas dire divulgatif, mais quand même
large public parce que quand même, c'est des articles qui sont publiés dans Nature et du coup, qui introduisent les concepts de base de façon pas forcément trop mathématique. Est-ce qu'il y a d'autres points ou d'autres questions sur la partie que j'ai exposée jusqu'à maintenant? Ok, si c'est bon, s'il y a des questions, on pourra y revenir ensuite. On revient un peu au domaine de la télédétection, du coup, au remote sensing et la classification d'occupation du sol, après avoir donné un peu de contexte, un peu de base. Et on va introduire un peu quelles étaient les motivations pour l'étude que nous avons conduite. Comme je vous disais avant, on s'est attaqué à la classification orientée objet, du coup dans le framework OBIA, Object-Based Image Analysis, à partir des séries temporelles d'imagerie satellitaire Sentinel-2 pour faire de l'occupation du sol. Comme on a vu avant, un objet ou un segment, ça devrait être un groupe homogène de pixels. Parce qu'effectivement, les segments et les objets issus d'une segmentation, normalement, ils devraient respecter des critères de cohérence et d'homogénéité radiométrique à leur intérieur. Mais le problème, c'est que ces objets-là, la plupart des fois, ils représentent des unités complexes, du coup, comme je disais, des built-up area, des jardins, des objets urbains ou des objets agricoles dans lesquels on peut avoir des choses qui ne sont pas vraiment en lien avec l'agriculture et tout ça. Et ces objets-là, ils peuvent être, comment dire, ils peuvent contenir du bruit, entre guillemets, il faut le prendre entre guillemets, cette expression-là, des composants qui ne sont pas vraiment connectés ou liés à la classe d'occupation du sol qu'on voudrait prédire. Et du coup, tous ces soucis-là, ils vont nous provoquer ce qu'on appelle des problèmes liés à l'hétérogénéité intra-objet, du coup à l'intérieur de l'objet. Alors là, ça va être un peu plus clair avec des exemples. Par exemple, prenons des exemples d'objets. Ici, sur la gauche, on a un objet qui ça devrait être un champ agricole, mais effectivement, on voit qu'il y a des arbres au milieu qui, en théorie, sont pas intéressants pour la pratique de l'agriculture dans ces cas-là, au mieux pour la détection du champ d'agriculture. De l'autre côté ici, un peu plus difficilement, on peut voir un objet avec les contours rouges qui devrait être un objet urbain. Mais on voit carrément que dans un objet étiqueté comme urbain, on a un mélange de pixels qui sont du bâtiment, mais on a aussi des pixels qui sont de la végétation et tout ça. Du coup, effectivement, déjà là, on s'est aperçu que quand on va regarder un peu de plus près les objets issus d'une segmentation, on peut s'apercevoir que ces objets-là, ils ne sont pas vraiment homogènes comme on aurait pu espérer, mais ça peut être des objets qui sont hétérogènes à leur intérieur et du coup qui peuvent avoir le concept qu'on est en train d'essayer de chercher et trouver caché par d'autres choses ou, disons, influencé ou impacté par de l'information qui ne devrait pas être là ou qu'on ne pensait pas être vraiment pertinente ou de l'information qui est un peu distribuée de façon aléatoire sur les différents objets de la même classe. Et du coup, normalement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire de la classification orientée aux objets? Une approche classique, c'est de prendre les objets, calculer ce qu'on appelle des descripteurs agrégés, du coup, des descripteurs comme la moyenne, la médiane, la standard deviation et tout ça, et appliquer directement sur ces descripteurs agrégés des approches de machine learning. Mais comme vous avez pu voir, si on va calculer des médians radiométriques à partir d'objets qui sont comme ça hétérogènes à leur intérieur, c'est là, ça va impacter effectivement sur les performances de l'algorithme de classification qui va être utilisé ou mobilisé par la suite. Et effectivement, comme je disais, ces descripteurs agrégés, ils peuvent être influencés par cette hétérogénéité entre objets. Du coup, ce que nous avons proposé, c'était un pipeline pour prendre en compte cette problématique de la hétérogénéité entre objets, pour aller faire le disentanglement, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, extrapoler les composants les différents composants sur lesquels est défini un objet, pour aller à gérer directement ou quand même pallier à cette hétérogénéité entre objets.
Pour faire ça, nous avons mobilisé des techniques d'apprentissage profond qui sont basées sur des réseaux de neurones convolutifs pour effectivement gérer cette hétérogénéité intra-objet. Et en plus de ça, nous avons utilisé des séries temporelles d'images stéréotaires pour, disons, pallier le problème de la segmentation. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que quand on fait la segmentation pour une série temporelle d'images stéréotaires, on peut être impacté par le fait qu'on est en train d'analyser plusieurs dates en même temps et tout ça. Du coup, avoir une segmentation consensus, c'est toujours un peu compliqué et ça peut être toujours biaisé. Mais il y a des études récentes, publiées en 2020, qui ont montré que l'utilisation des séries temporelles, au mieux, les utilisations d'approches OBIA, Object-Based Image Analysis, en exploitant des séries temporelles d'images satellitaires, ils allaient à pallier ce problème de instabilité ou de segmentation consensus, disons, comme ça. Pour aller attester la méthode que je vais vous présenter par la suite, nous avons dû tester cela sur des cas d'études, sur des zones d'études. Pour cela, on a utilisé deux zones d'études sur lesquelles les collègues ils avaient des données sur lesquelles on pouvait effectivement, et qui étaient aussi d'intérêt pour les collègues qui ont participé au travail. La première zone d'étude, c'est la zone d'étude de l'île de la Réunion, sur laquelle nous avons eu une base de données avec 21 images Sentinel-2 acquises en 2017. Nous avons considéré, vu que c'était une étude un peu, disons, proof of concept, nous avons utilisé que les bandes à 10 mètres, plus deux indices, l'NDVI et l'NDWI. Ici, vous pouvez voir la nomenclature, à la fois la nomenclature qui couvre 11 classes d'occupation du sol, et ainsi que la répartition des pixels et objets sur les différentes classes. La deuxième zone d'étude que nous avons considérée, c'est la zone d'étude de Cumbia au Burkina Faso, sur laquelle on avait une série temporelle d'images satellitaires de 23 images acquises en 2016 et une nomenclature avec 8 postes, 8 classes. Et vous pouvez aussi voir que dans le cas de Cumbia, la base de données est plus petite, elle est beaucoup plus petite par rapport à la première base de données. Là, on a une différence d'une ordre de grandeur, à peu près, en termes de données pour mener l'étude. Ici, vous avez aussi la distribution temporelle des images satellitaires. Vous voyez déjà que les images satellitaires, quand on travaille sur de l'optique, on a des séries qui sont aussi un peu discontinues à un certain moment de l'année. Du coup, on a utilisé ce qu'on avait pour alimenter l'analyse. Et comme je vous disais, le processus de segmentation a été fait de la façon suivante. À partir de chaque série temporelle, nous avons sélectionné l'image la plus contrastée, comme ça. Et ensuite, sur cela, on a appliqué un algorithme de segmentation. On a utilisé l'algorithme de segmentation SLIC, qui est un algorithme qui permet d'aller à extraire ce qu'on appelle des superpixels. Et voilà, comme je disais, c'est une étape de pré-traitement nécessaire si on veut travailler avec des approches orientées objets. Pour ce qui est de la méthode, comme ça on vient un peu à la méthode, là j'ai donné jusqu'à maintenant le contexte et les données sur lesquelles ils ont été considérées dans l'expérimentation. Pour ce qui est de la méthode, on l'appelait Tassel. Le but, c'était effectivement gérer cette hétérogénéité intra-objet à partir des séries temporelles d'analyse, des séries temporelles d'images satellitaires. Le but, comme je disais, c'était effectivement de prendre en compte cette hétérogénéité et ce problème lié au fait que les objets qu'on était en train de traiter, c'était des objets qui ils étaient intrinsèquement complexes. Vous voyez ici un autre exemple dans lequel on a un objet qui est étiqueté comme forêt, mais on voit à l'intérieur que dans ces objets-là, il y a du sol nu qui peut effectivement affecter la construction de ce que j'appelais des descripteurs agrégés. On pourrait avoir des autres objets de type forêt dans lesquels on n'a pas ce souci-là, et du coup, vous comprenez qu'à l'intérieur de la même classe, on aura des radiométriques différentes si on considère cela au niveau objet.
La méthode qu'on a proposée, c'est la suivante. Pour chaque objet, la première étape, c'était celle d'identifier ce qu'on appelait des composants. Du coup, les composants qu'ils allaient à construire ces objets. Et du coup, on a fait ça simplement avec une approche de clustering K-means qui nous permettait d'aller à retrouver pour chaque objet les composants sur lesquels il était défini. Ensuite, pour chacun des composants qu'on avait extraits, ici vous voyez le petit schéma, on utilisait un réseau de neurones convolutif sur la dimension temporelle pour aller extraire des informations, ce qu'on appelle communément des features. Ensuite, celles-là, ils ont été combinés à travers un mécanisme de pondération automatique qui est appris à travers le modèle pour ensuite produire la classification d'occupation du sol finale pour chaque objet. Petite astuce qu'on a réalisée dans ces contextes-là, c'est que pour l'approche de pondération des différents composants, le réseau, il devait les pondérer pour pouvoir obtenir une bonne classification, mais il devait aussi les pondérer en apprenant quels étaient les poids de chaque composant, quelle était l'importance, on peut parler d'importance de chaque composant. Et effectivement, ça nous a permis d'avoir une méthode, voilà, comme je l'appelais la méthode Tassel, qui a deux sorties comme résultat. La première sortie classique, c'est la classification pour chaque objet qu'on lui donnait à l'entrée, du coup la classification d'occupation du sol sur le nombre de classes définies. Et on avait un side information, disons comme ça, une sortie secondaire, des informations secondaires qu'on pouvait exploiter, qui c'était effectivement un poids on appelle ça des poids d'attention, ou on peut parler de ça des poids d'importance, qui étaient continus dans l'intervalle entre 0 et 1, et qui effectivement ils étaient associés à l'importance que chaque composant avait dans le processus de décision. En sachant que ces poids-là, ils étaient appris de façon autonome par le modèle à partir des données qu'on lui fournissait en entrée. Pour évaluer une nouvelle méthode de classification d'occupation du sol, il faut aussi que la méthode soit performante comparée à des méthodes standards et classiques qui sont utilisées dans le domaine. Du coup, pour cela, on a comparé l'approche proposée avec un random forest, qui est une méthode classique utilisée pour l'analyse d'occupation du sol à partir des séries temporelles d'images satellitaires. On a utilisé aussi des autres méthodes à base de réseaux de neurones, du coup, des méthodes de réseaux de neurones récurrents, en particulier l'approche qui s'appelle Long Short Term Memory, c'est une typologie de réseaux de neurones récurrents. On a utilisé une approche de type multi-layer perceptron qui ne considère pas la succession temporelle des informations, et du coup, comme le random forest, il considère la série temporelle comme une information aplatie, et on a utilisé aussi un réseau de neurones convolutif unidimensionnel, en plus des autres, pour voir un peu comment notre approche il est assez démarqué de ces méthodes-là. Et toutes ces méthodes-là, les premières 4 méthodes qui sont les compétiteurs un peu de l'approche que nous avons proposée, ils travaillent sur la représentation orientée objet, où on utilise comme descripteur agrégé la moyenne des objets. Et du coup, effectivement, on s'est mis dans un cadre classique dans lequel on utilise la moyenne des objets pour pouvoir décrire la dynamique d'un objet à travers la série temporelle. Pour aller comparer les différentes méthodes, on a utilisé des mesures standards qui sont communément utilisées de la classification d'occupation du sol, de la classification en général en machine learning supervisé, qui sont la F-measure, le kappa et l'accuracy. La F-measure, c'est une moyenne harmonique entre la précision et le rappel. Ce que nous avons adopté comme processus, c'est un processus training, validation et test, dans lequel 50% du jeu de données a été utilisé pour le training, 30% pour la validation et 20% pour le test. Et ce processus-là, il a été répété 5 fois pour pouvoir obtenir une valeur moyennée. Et on a bien pris soin de bien partager, diviser le jeu de données et éviter des possibles autocorrélations spatiales. Et du coup, tous les pixels d'un même objet, ils étaient ou dans le training, ou dans la validation, ou dans le test. Et pour la méthode que nous avons proposée, on a dû
introduire comme paramètre le nombre de composants pour chaque objet à considérer. Et on a fixé ces paramètres-là à 2. Du coup, ça veut dire que chaque objet il est décomposé en 2 sous-composants qui sont ensuite gérés par le modèle Tassel. Les résultats en termes de performance par rapport aux compétiteurs sont voilà, on arrive à faire mieux de tous les compétiteurs sur les 2 jeux de données. C'est aussi ça que sinon on n'aurait pas vraiment pu aussi publier ces recherches-là, pour être aussi un peu pragmatique. On a fait aussi des analyses plus fines au niveau des postes d'occupation, certains postes d'occupation du sol. Par exemple, là, on s'est focalisé sur les jeux de données de la Réunion et on s'est focalisé sur des classes plus naturelles et agricoles. Et on voit effectivement que la méthode qu'on a proposée sur ces postes-là, il permet quand même d'avoir quand même un gain systématique sur les différents postes. Et c'est un peu la même chose, on a vu aussi sur les autres postes d'occupation du sol, à la fois sur le jeu de données de la Réunion et à la fois sur le jeu de données du Burkina Faso. En plus, on a aussi mené une analyse des sensitivités de l'algorithme au paramétrage. Le paramétrage de l'approche, le paramètre plus important de l'approche, c'était le nombre de composants qu'on devait considérer. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2 composants, l'approche il est plutôt stable. Ça veut dire qu'effectivement, on peut tranquillement faire l'hypothèse qu'un objet il peut être départagé en 2 parties. La partie qui probablement est la plus intéressante et pertinente pour la classification et une partie qui peut être probablement considérée un peu comme rumeur bruit de fond ou bruit aléatoire, disons comme ça. Au-delà des résultats quantitatifs, on a aussi mené des études qu'on appelle des types qualitatifs sur le deuxième sortie du modèle qu'on a proposé. Du coup, comme je vous rappelle, le modèle Tassel qu'on a présenté dans cette étude-là, au-delà de faire de la classification du sol, il permettait aussi d'extraire une information d'importance pour chaque composant. Un composant, c'est un ensemble de pixels. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque objet, on a donné à chaque pixel l'importance de sa composante. Et du coup, effectivement, on peut voir que dans cet exemple-là, je prends l'exemple sur la droite qui est un peu plus facile à départager. Cet polygone-là, il a été annoté par la méthode comme urbain, parce qu'effectivement, grâce au petit bâtiment qui était ici au milieu de l'aéroport, qui était probablement le descripteur plus caractéristique de cette classe Urbanized Area, le modèle a pu reconnaître que celle-là, c'était un objet de cette classe-là. Du coup, effectivement, on voit qu'ici, le modèle qu'on a proposé, au-delà de faire de la classification de composition du sol, que c'est très bien et tout ça, mais il nous permet aussi d'aller à inspecter, disons comme ça, interpréter un peu quels étaient les composants plus intéressants dans son analyse. Sur le jeu du Burkina Faso, on a aussi conduit des expériences similaires. On a vu par exemple que dans cet objet ici en bas à gauche, qui c'était un objet, c'était une parcelle agricole, le modèle il est arrivé à comprendre que la partie informative c'était le terrain et pas les arbres, en sachant que les arbres dans les parcelles agricoles c'est pas quelque chose de systématique, mais ils peuvent y être ou peuvent pas y être. Et du coup la méthode de façon automatique, sans que nous on lui ait rien dit, il est arrivé à apprendre le fait que la composante plus informative pour la classe Annual Crops, c'était cette partie radiométrique-là, et par contre, la partie arbre, que vous voyez, c'est ça et ça, était moins importante. Pareil pour un objet de type built-up, ou notre cas d'urbanized area. On voit qu'effectivement, il y a un objet, voilà, plus facile à comprendre ici, qui est sur la gauche. On voit que l'objet il est départagé en 2 composants et qu'il y a un composant qui est en valeur plus haut d'importance, qui est effectivement celle liée à une radiométrie associée à du bâtiment. Et effectivement, la partie plus associée à de la radiométrie végétale, disons comme ça, a moins d'importance. Effectivement, le modèle est arrivé à comprendre dans ces cas-là que sur les 2 composants, ces composants-là, c'était celles qui avaient plus d'impact et plus intéressantes
pour prendre la décision finale. Voilà, alors pour conclure, les expériments qui nous ont menés, à la fois quantitatifs et à la fois qualitatifs, ils ont supporté l'intuition, l'idée initiale qu'on avait liée au fait que gérer de façon explicite l'hétérogénéité intra-objets était bénéfique à la fois d'un point de vue quantitatif, du coup, des résultats en termes de F-score, kappa et accuracy, mais aussi à la fois d'une possible ouverture de l'interprétabilité ou de l'explicabilité des résultats. Et je dis ouverture parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout de la chose, mais c'est une piste et une possibilité et des informations en plus qu'on peut sortir pour aller interpréter un peu comment a été prise la décision. Et effectivement, on voit que dans des contextes que nous avons analysés, du coup, relativement aux deux jeux de données que nous avons analysés, les gains plus grands étaient relatifs à des classes agricoles et aussi naturelles, qui effectivement, ils montraient des patterns spatiaux complexes et mixtes, disons comme ça, mixtes et plus hétérogènes. En perspective, pour l'instant, l'approche a été développée en utilisant seulement des données Sentinel-2, du coup des données optiques. Ce que ça pourrait être fait, c'est d'étendre l'approche en intégrant aussi des données, d'autres types de données sources satellitaires, comme par exemple des données radar Sentinel-1 ou des données à très haute résolution, comme ça pourrait être Spot-67. Le fait aussi, on a vu que quand même on a obtenu aussi des bons résultats sur les jeux de données du Burkina Faso, aussi si on n'avait pas énormément de données d'entraînement par rapport aux jeux de données de la Réunion. Et du coup, effectivement, ce serait intéressant d'investiguer un peu jusqu'à quand ces modèles-là, ils peuvent donner des performances, des meilleures performances par rapport aux autres modèles en considérant différentes quantités de données d'entraînement pour pouvoir l'alimenter et l'entraîner. Et aussi, bien sûr, des questions qui ne sont pas liées seulement à ces travaux, mais des travaux en général, des données, des questions liées à des transferts spatiaux et temporels des modèles, comment effectivement utiliser un modèle qui était entraîné sur une zone d'étude pour le mobiliser et l'appliquer sur notre zone d'étude, et un modèle qui était entraîné sur une période donnée pour le réutiliser sur une autre période suivante, par exemple. Mais là, c'est des questions spécifiques qui vont aujourd'hui sous le nom de transfer learning et domain adaptation. Et du coup, c'est quelque chose qui sont intéressants, pas seulement dans le cadre de ce travail-là, mais plus en général aussi dans des autres cadres d'analyse des données de téléprojection. Avec ça, j'ai terminé l'exposé. Je vous remercie pour la patience et pour m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je pourrai vous répondre, j'espère. Oui, Sylvie? Oui, merci Dino pour ta présentation. C'est très intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Après, j'ai quelques questions sur les composants qui m'intriguent un peu. Déjà, j'ai une question un peu générale. Les cas plus proches voisins, vous l'appliquez sur l'ensemble de l'échantillon qui constitue une classe ou par segment? Alors, ce n'est pas les cas plus proches voisins, c'est le K-means. Du coup, c'est l'algorithme de clustering K-means. On l'applique sur chaque objet de façon indépendante. D'accord. Parce que si on appliquait le K-means sur tous les objets, tous les pixels confondus de les objets, ça pourrait s'avérer que dans un objet, on ne pourrait pas arriver à départager les pixels d'un objet. Et du coup, en le faisant objet par objet, on est sûr, par définition et par construction, qu'on aura un nombre de composants différents des 1. Mais tu n'auras pas forcément les mêmes composants pour non, on n'a pas les mêmes composantes. C'est le but aussi de l'exercice, parce que on n'aura pas les mêmes composantes, mais le modèle c'est aussi pour stresser le modèle et la robustesse du modèle. D'accord. Et sur les composants, moi j'avais aussi une question par rapport à des composants un peu spécifiques, par exemple les ombres, qui sont en fait des composants un peu particuliers par rapport à ce que tu nous as présenté. Tu présentes un bâtiment dans une parcelle qui va être classée plus urbaine, il y a un arbre dans une parcelle agricole. Oui. Les ombres, c'est vraiment un composant particulier. Alors là, apparemment, il a été fusionné avec les gens. Et
qui est aussi une information, parce que ça te donne de l'information sur l'objet, c'est typiquement associé à des objets en 3D. Donc je me demandais si ça c'était possible à l'intégrer dans l'interprétation, d'intégrer ce type d'information. Et sur des objets comme les vergers, où finalement chaque composant va être important pour déterminer le type d'objet. Ouais. Alors, le terme composant, c'est un peu nous qu'on l'a proposé, ce terme-là, mais on ne savait pas bien comment le nommer autrement. Il faut se rappeler que ce que nous on appelle composant, c'est un cluster. Et du coup, le cluster, comme c'est un cluster, c'est intrinsèquement lié à la radiométrie. Parce que comme c'est un clustering sur la radiométrie, s'il y a de la différence radiométrique, suffisamment de différence pour justifier un cluster, cela sera mis dans un autre cluster. Du coup, effectivement, nous, on a plutôt proposé une approche complètement orientée données. Mais tu vois, effectivement, dans ce que tu proposes, ajouter de l'expérience ou de l'expertise, ça peut être quelque chose de tout à fait envisageable, qui peut effectivement complémenter une approche purement orientée données comme celui que nous avons proposé. Disons, c'est le lien des fois entre composants, même si c'est basé sur la radiométrie, qui peut avoir un pouvoir explicatif. Oui, oui, bien sûr. Et l'autre question, c'était beaucoup plus analytique, c'était, tu as dit que l'échantillon était en training, validation et test. Et oui. Je ne vois pas la différence entre validation et test, parce que souvent dans le machine learning... Oui, bien sûr. Alors, on a alors comment attaquer ça pour être concis, rapide. Effectivement, ce dont tu parles, training et test, c'est une façon de valider les informations. C'est une façon de valider les approches de machine learning. De plus en plus dans le deep learning, on utilise du training, validation et test parce que l'ensemble des validations est utilisé pour choisir le meilleur modèle, le paramétrage du modèle pour ensuite l'appliquer sur le test. Pour faire un exemple rapidement aussi avec des méthodes non deep learning, par exemple en random forest, le jeu de données de validation il peut être utilisé pour choisir quel est le nombre d'estimateurs, le nombre d'arbres qu'on veut utiliser comme paramètre de mon modèle. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'un jeu de validation pour entraîner sur le training et valider sur la validation. Et ensuite, vu que la validation a été utilisée pour le paramétrage du modèle, on a besoin d'un troisième jeu de données, qui c'est le test, qui soit complètement indépendant des premières deux, pour pouvoir évaluer effectivement l'erreur de généralisation du modèle. Alors, je ne sais pas si je suis arrivé à rendre le concept. Oui, c'est plus clair. Oui, okay. Et sur ça, je viens de faire le cours sur cette technique-là aussi là. Du coup, j'ai du matériel. S'il y a des personnes qui sont intéressées à ces choses-là, je peux vous partager carrément tout le matériel que j'ai sur cette partie-là parce que, effectivement, la partie évaluation, c'est une partie très sensible qui peut biaiser énormément les résultats ou comment on montre les choses. D'accord. Merci, Dino. À toi, Sylvie. Florian? Ouais. Allez, merci pour l'exposé, c'était bien clair, bien intéressant. Okay, merci. J'avais justement une question sur cette slide là. Tu parles de min object level descriptor. J'ai pas bien compris ce que tu voulais dire par là. Bah, j'ai fait la moyenne des canaux radiométriques dans les objets. Du coup, le rouge, première estampille temporelle, je prends tous les pixels et je calcule la moyenne. Et du coup, effectivement, après, j'ai une série temporelle qui est constituée des moyennes des objets. Sur le temps, du coup. Si j'ai un temporel de 21 estampillés temporelles et 6 informations par estampillé temporel, ça veut dire que j'aurai 126 informations. Ok. Mais effectivement, on a utilisé l'approche standard qui est communément utilisée, que c'est celui de faire la moyenne des valeurs radiométriques. On aurait pu utiliser la médiane, on aurait pu complémenter avec la standard deviation, on l'a aussi fait, mais ça ne changeait pas de masse par rapport à utiliser la moyenne. Ok. Ok. Il y avait Léa que j'ai vu qui a levé la main. Ouais, je m'en sortais pas, désolée, j'ai levé, baissé, levé. Merci beaucoup Dino pour cette présentation. C'était très pédagogique. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Après, je commenterai pas le fond parce que j'en serais bien incapable, mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses.
Et je voulais savoir, tu disais qu'on pouvait avoir des experts, enfin des implémentations, savoir d'experts dans ce type de modèle. Et je voulais savoir, vu que tu connais mieux la littérature, tout ça, s'il y avait des papiers qui regardaient un petit peu si tu impliques différents experts. Est-ce qu'on voit finalement des orientations et sur les résultats, finalement les différents intérêts des experts, enfin, un peu l'orientation qu'ils donnent à ce type de modèle? Enfin, voilà, je sais pas. L'intérêt, quand tu parles d'intérêt d'expert, c'est quoi comme intérêt d'expert? Je sais pas, mais par rapport à leurs intérêts, par rapport à leurs intérêts individuels, institutionnels, je sais pas, qu'ils essayent d'orienter ce genre de modèle. Est-ce que tu as eu vent de ce type de papier ou pas du tout? Alors oui, pas dans le domaine du remote sensing, mais en gros, quand tu parles d'orienter, effectivement, ça veut dire, j'imagine, tenir en compte des informations plus ou moins sensibles à traiter, sur lesquelles s'appuyer pour construire le modèle, par exemple. Ça peut être ça? Oui, ou je sais pas, avoir des intérêts derrière sur finalement l'occupation du sol, comment elle va être modélisée. Je sais pas, par exemple, tu es de l'ONF et tu veux montrer qu'il y a moins de coupes rases que prévu, ou quelque chose comme ça, tu vas orienter finalement au résultat de ce type d'apprentissage des modèles. Effectivement, orienté, ok, je comprends mieux là, merci. C'est un peu, j'imagine, lié à la restitution des résultats. Effectivement, cela est très sensible par rapport aux mesures d'évaluation qu'on utilise. Et du coup, selon, effectivement, ce que tu appelles orientation, quand même, l'aspect qu'on veut évaluer, il faut être conscient de quelles mesures utiliser pour mieux organiser cela et pour mieux mettre en valeur cela. Effectivement, je devrais faire un peu de littérature pour voir un peu ces parties-là, parce que c'est effectivement vachement connecté et lié à tout ce que c'est évaluation des méthodes d'apprentissage et aussi évaluation des biais qu'on peut avoir dans les résultats, parce qu'il faut aussi se rappeler que ces méthodes-là, ce ne sont pas des méthodes magiques et tout ça, mais c'est vraiment une méthode qui est un proxy entre les données et les résultats. Du coup, c'est les données qu'on donne en entrée, c'est des données de bonne qualité, bien organisées, tout ça. Le modèle, il peut essayer de s'en sortir et faire quelque chose, mais c'est les données qu'on donne en entrée, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas propres, ou ils ont des soucis, ils sont mal annotés, tout ça. Le modèle, il ne pourra pas inventer de l'information, il va seulement transférer ce qu'il a vu avant et il va faire des fausses évaluations. J'espère que ça répond un peu à ton questionnement. Oui, merci. À toi. J'ai vu qu'il y avait un CB, j'imagine que c'est Christian Baron. Exact, petit, comment va? Ça va. Et toi, ça va, Christian? Ça va, ouais. Seul dans ma tour. J'avais deux questions qui sont pas oui. qui sont pas très scientifico et compliquées, mais qui m'ont fait sur lesquelles je me pose quand même des questions par rapport à la méthode. Tu as dit que en fait, pour la première question, tu utilisais une image qui était la plus contrastée. Oui. Et donc, que veut dire la plus contrastée? Parce qu'en fait, on pourrait avoir différentes images qui seront, selon ce qu'on souhaite mettre en évidence, seraient selon les thèmes étudiés ou les chercheurs entre eux, ils vont dire, moi, c'est celle-là qui est la plus contrastée, et l'autre, il dira, ah non, pour moi, c'est celle-là. Et donc, comment vous faites pour tirer cette image la plus contrastée? Ok, alors, je dis tout de suite que ce n'est pas moi qui s'occupais de ces parties-là. Du coup, j'espère ne pas dire des bêtises ou des absurdités. Mais je sais qu'en travaillant avec les collègues qui sont plus experts de moi sur ça, ils essaient de choisir l'image dans laquelle la partie agricole
est plus contrastée. Du coup, l'image dans laquelle on voit mieux, par exemple, des champs d'une certaine culture ou de voilà, de certaines cultures. Du coup, c'est dans cette orientation-là. Après, ce que je peux te conseiller, c'est que sur le diapo 14, il y a un travail qui est sorti récemment sur ce questionnement d'analyse d'incertitude sur des approches orientées objets. Effectivement, c'est un papier qui se questionne principalement sur ce point-là que tu évoques. Du coup, quelle est la meilleure segmentation pour la tâche qu'on est en train de mettre en place, en sachant qu'on considère une série temporelle d'images satellitaires. Et du coup, effectivement, dans ces papiers-là, ils ont montré que le fait d'utiliser une série temporelle d'images, aussi si la segmentation n'est pas super top et tout ça, le fait d'utiliser une série temporelle d'images, il va pallier à cette problématique-là. Ok. Donc finalement, c'est quand même un choix, on va dire, quelque part, d'un expert. Oui. Humain, on va dire, humain, en disant finalement, c'est cette image-là que je vais considérer comme étant la plus contrastée. Il n'y a pas, si tu veux, de technique ou excuse-moi, il y a... Oui, on n'a pas mis en place une technique automatique et tout ça, c'est vraiment à dire d'experts le fait que quand même il y a certains savoirs et certaines compétences qui sont difficilement transférables à la machine, surtout sur un cas comme ça spécifique et tout ça. Et du coup, effectivement, dans ces cas-là, il faut quand même avoir des étapes manuelles pour cibler un peu le processus, pour voilà, restreindre le processus et donner déjà des choix. Ok. Sinon, j'avais une autre question. Oui. Quand tu parles de poids qui définit l'hétérogénéité, pour moi, il y a aussi la problématique de la variabilité de cette hétérogénéité temporelle. Comment vous gérez cette variation de poids ou cette explosion d'hétérogénéité entre objets et là, je suis un peu perdu parce qu'on peut avoir des objets qui n'ont plus rien à voir quand on se retrouve en situation sèche, en situation, etc., etc. Là, comment vous gérez donc votre temporalité? Et est-ce que vous utilisez, comment dire, quelque chose qui permet de dire, bon, là, je suis sûr que je vais être en situation où il n'y a plus rien, on va dire presque, et donc un sol nu ou presque. Et dans l'autre cas, c'est par contre, de façon claire, il est cultivé et voire c'est la seconde culture ou c'est voilà. Et donc cette question-là que je veux poser comme question parce que tu mettais en évidence que là, oui, on voit bien avec un arbre, ça marche bien, mais ensuite ton objet il varie énormément dans le temps aussi et il est extrêmement hétérogène et je vois plus trop comment. Alors nous, vous faites. On s'attaquait à l'hétérogénéité, disons, comme vous avez compris, spatiale de l'objet. Du coup, facial. Nous, on ne s'attaque pas à l'hétérogénéité temporelle, mais au contraire, la temporalité, c'est une information importante, parce qu'en gros, les objets, ils sont décrits par une série temporelle qui décrit elle-même la dynamique. Du coup, l'information temporelle, ça nous permet de décrire la dynamique des variations d'un objet pour pouvoir distinguer entre différentes classes d'occupation du sol. Le poids alpha que je montre là sur le diapo qu'on va sortir, c'est un poids unique. Il ne tient pas en compte de la temporalité. Il tient en compte seulement j'ai une composante, un cluster qui a une certaine dynamique. Est-ce qu'il est intéressant ou pas pour prendre la décision sur cette classe d'occupation du sol? C'est plutôt dans ces cas-là. On ne prend pas en compte, effectivement, l'hétérogénéité temporelle. Parce qu'on travaille sur des séries temporelles d'un an, et du coup on n'est pas sur des séries temporelles multi-annuelles, et du coup déjà ça restreint un peu ces problématiques-là. Et en plus, la partie utilisée, toi, en zone qui au bout de maille sèche, après ils reviennent, ça dépend comment il a été étiqueté, parce qu'effectivement, c'est pas une classification d'occupation du sol dans laquelle on va sortir un classif pour chaque date. C'est une classification d'occupation du sol dans laquelle on utilise la dynamique de la série temporelle pour avoir un carton statique à la fin d'une certaine saison. J'espère d'avoir
d'avoir donné des éléments qui allaient vers ta question. Et dernier point, est-ce que quand tu définis tes objets, Oui. Vous le définissez à partir d'une image contrastée, mais est-ce que vous confortez ou pas, justement avec des séries temporelles, que ce contraste qui est vu là et que cet objet qui a été retenu là, finalement, se confirme aussi dans des séries temporelles? On ne vérifie pas ces parties-là que tu es en train d'exprimer. Une fois qu'on a une segmentation, on utilise celle-là. Purement en faisant l'hypothèse que comme on ne travaille pas sur les pixels, mais on travaille déjà à l'échelle d'un objet, des petites variations, ils sont palliées pour le fait qu'on est en train d'utiliser une unité d'analyse qui est plus grande de l'unité d'analyse atomique. Unité d'analyse atomique, pour moi, c'est le pixel. Du coup, comme je suis en train de considérer un objet qui est un ensemble de pixels, ça devrait déjà pallier un peu à des problèmes d'instabilité ou des problèmes d'incertitude. Mais effectivement, comme tu dis, c'est quelque chose de très intéressant. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant à prendre en compte. Après, il y a toujours un compromis entre la complexité